Cette fois, nous allons tenter notre chance dans un domaine très inhabituel et étrange. C'est de l'anti-restauration. Un moule en silicone, de la résine époxy, une vieille chaise en chêne. Oui, tout cela dans une seule phrase et une seule vidéo. Bref, pas le temps d'expliquer, bon visionnage. Comme cobaye, j'ai choisi cette vieille chaise en chêne sculptée à la main. C'est elle que nous allons anti-restaurer. Alors, qu'est-ce que l'anti-restauration? En réalité, personne ne le sait vraiment. Mais c'est Andrei de la chaîne Stroyhack qui a été le premier à être vu faire ça. Je lui ai demandé s'il n'était pas contre que je fasse quelque chose de similaire. Il a gentiment accepté. Et il a mis un like. Et voilà, 1 an plus tard, je me suis mis au travail. D'abord, j'ai repéré l'endroit le plus faible. C'est cette partie que je démonte. Le reste, la chaise est solide. Cette jonction, comme vous pouvez le voir, quelqu'un l'avait déjà restaurée avant moi avec des clous. Oups, ce n'est pas grave. Le pied sera entièrement refait en résine époxy par la suite. En gros, encore 15 minutes, quelques coups de maillet, plusieurs fois le mot UPS et tous les éléments nécessaires sont démontés. Tous ces trous inutiles et traces d'anciennes restaurations. Les clous doivent être retirés car nous allons devoir prendre une empreinte de ce pied afin de reproduire entièrement l'original mais cette fois en résine époxy. Pour cela, nous la ponçons de tous les côtés, nous éliminons tous ces petits défauts et en général, nous la préparons pour l'après. Ensuite, avec un mastic automobile bicomposant, d'ailleurs, l'activateur est spécialement coloré en rose vif pour qu'on puisse voir s'il est bien mélangé. Et si on voit encore des traces roses, cela signifie qu'il faut encore mélanger. C'est un genre de signe distinctif. Mais comme vous le voyez, il n'y a plus de traces roses, c'est pourquoi je remplis tous les trous et cavités avec ce mélange. Après 10 minutes, lorsque le mastic a pris mais n'a pas encore séché, il est plus facile d'enlever l'excédent avec un couteau. C'est plus simple que de le poncer au papier de verre, et il y a moins de poussière. Mais on ne peut pas éviter la poussière ici. Et j'affine la forme avec du papier de verre jusqu'à un aspect acceptable. L'étape suivante, c'est l'après. Cette fois, je vais utiliser un apprêt automobile bicomposant. Comme nous avons simplement besoin d'un modèle pour prendre l'empreinte, son apparence n'a aucune importance. L'idée ici, c'est que cet apprêt va combler les petits pores, tandis que les plus gros, qui transmettent la texture du bois, resteront. Comme la forme du pied n'est pas tout à fait simple, j'ai décidé de fabriquer une chambre à vide pour dégazer la résine. Faites à la va-vite, alors ne soyez pas trop sévère. Pour cela, j'ai pris un morceau de tuyau comme celui-ci et j'enroule un ruban tout autour pour le boucher, d'un côté seulement. Nous découpons 2 cercles et un anneau à la machine laser. Avec ces pièces, nous fabriquons ce bouchon tout simple. Après que la colle est séchée, nous versons dans cette cavité une résine épaisse appelée Extra Honey de chez Artline, puis nous y plongeons notre morceau de tuyau. Le couvercle est fait en verre de 10 mm. Oui, il vaudrait mieux utiliser du plexiglas, mais comme vous l'avez compris, c'est une solution rapide. J'enduis soigneusement le verre d'un agent de démoulage, puis j'applique un mastic d'étanchéité automobile sur le bord supérieur du tuyau. C'est très important. C'est un produit très solide, c'est justement ce qu'on utilise pour assembler les panneaux dans les voitures. Et surtout, il reste assez élastique après séchage. À mon avis, c'est tout simplement la solution idéale pour un joint d'étanchéité. Et comme vous l'avez compris, on utilise le mastic d'étanchéité. Je pose le verre précisément du côté recouvert de cire, afin de donner au joint une surface parfaite. Pendant ce temps, le pied a séché et il est déjà possible d'en retirer le moule. Comme coffrage, j'utilise ce genre de tube en plastique que je découpe à la hauteur du pied. On applique le même agent de démoulage aussi bien dans le coffrage que sur le pied lui-même, afin de ne pas avoir à arracher le silicone du moule par la suite. On fixe le pied à la base en plastique avec de la colle thermofusible, puis on fixe le tube. On prend du silicone pour moule et on remplit délicatement coffrage le long de la paroi. En fait, c'était ma première expérience de travail avec du silicone et je comprenais qu'il y aurait des erreurs, des subtilités et des difficultés.
mais j'ai décidé de les affronter. Ça me rappelle quelqu'un. Bref, j'ai décidé de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Et pour anticiper un peu, je peux dire qu'ils ne se sont pas fait attendre. Après quelques heures, on ouvre le tube à l'aide d'un ouvre-boîte universel. Et voici les surprises tant attendues. Le silicone ne s'est pas entièrement écoulé et il restait quelques poches d'air que nous avons évacuées avant de remettre le tout dans le même coffrage. Après encore quelques heures, nous vérifions à nouveau le moule. Cette fois, tout semble aller. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'après le moulage, avec de la résine. Et pour cela, il nous faut extraire le pied du moule. C'est ce à quoi je m'attelle. J'ai tout essayé pour retirer la pièce sans découper le moule, mais rien n'a fonctionné. Donc, nous coupons le moule. Ensuite, j'ai fixé le moule avec du ruban adhésif et je l'ai remis dans le coffrage pour qu'il soit bien maintenu. Et maintenant, on recommence tout depuis le début. Une base en plastique, dessus le moule et beaucoup de mastic. À ce moment-là, le mastic pour joint avait séché et enfin, il était possible de tester la chambre à vide. Pour le moulage du pied, j'ai utilisé un composé appelé Monolith 10 de chez Artline. En fait, il n'était même pas nécessaire de le dégazer dans la chambre à vide car toutes les bulles s'échappent d'elles-mêmes. Mais dans ce cas, la résine est versée dans un moule complexe et les bulles peuvent simplement y rester, bloquées contre le plafond en remontant. C'est pourquoi j'ai décidé de couler un mélange déjà dégazé. Puisque la chaise n'avait pas d'assise, il nous fallait en fabriquer une. La chaise est entièrement en chêne. C'est donc ce bois que nous avons choisi pour l'assise. D'abord, nous débitons le bois aux dimensions nécessaires, puis nous le préparons pour le collage du panneau. Et ces 3 pièces sont ensuite assemblées de manière simple pour former un panneau. Une fois la colle sèche, il ne reste qu'à le découper à la taille et à lui donner la forme. On commence par découper à la scie sauteuse en laissant une marge. Ensuite, nous collons le gabarit, réalisé selon la forme de la chaise, à l'aide d'un ruban adhésif double face. En nous appuyant dessus, nous perfectionnons la forme jusqu'à ce qu'elle soit idéale. Pour cela, nous avons choisi cette fraise à copier ou à affleurer de chez CMT. C'est un outil très pratique car il n'a pas de roulement. Elle en possède aussi bien en haut qu'en bas. Comme vous pouvez le voir, ses lames sont légèrement inclinées. C'est justement grâce à cette coupe en biais que la coupe est beaucoup plus propre et se fait sans effort. Je l'utilise depuis longtemps et je peux la recommander sans hésiter. Et pour ne pas être infondé, voici un exemple concret. C'est exactement ainsi qu'une bonne fraise doit couper. Comme vous vous en souvenez, nous faisons de l'anti-restauration. C'est précisément pourquoi j'utilise cette superbe hache de la fabrique Petrograd. Comme toujours, vous trouverez les liens vers tous les outils et accessoires utilisés dans la description. Pendant ce temps, je transforme un panneau parfait en un panneau avec un petit défaut. Voilà, c'est parfait comme ça. De la même manière, nous préparons 2 autres pièces qui seront à moitié transparentes. Il ne reste plus qu'à vieillir un peu la cassure, car après le coulage de la résine, cela ne sera plus possible. Ici, c'est simple. Patine, teinture à bois, puis un vernis de finition, afin que la teinture ne colore pas la résine par la suite. Et aussi pour minimiser la libération d'air provenant du bois. Et maintenant, on peut couler la résine. Mais avant cela, on élimine les bulles d'air à l'aide d'une chambre à vide. Pour cela, j'ai choisi une résine appelée Wood Pro, car le volume de coulée est faible. Pendant ce temps, le moulage du pied a déjà séché et je commence le déballage.
La surface s'est finalement avérée mate et non transparente, car la pièce d'origine sur laquelle j'ai pris l'empreinte était elle-même mate. J'aurais pu la recouvrir d'un vernis brillant et alors le moulage aurait également été brillant. Brillant, mais je comprenais que je devrais retravailler la pièce, car lorsqu'on réalise ce genre de travail la première fois, il est impossible d'éviter les détails. C'est pourquoi j'élimine les défauts du moulage. Je finis à la ponceuse et je recouvrirai le tout d'un vernis brillant. Mais avant cela, il a été décidé d'assembler la chaise. C'est pourquoi nous fabriquons les éléments de connexion. Je les fixe avec de l'époxy afin de conserver l'aspect transparent. La touche finale, c'est le vernis brillant. C'est maintenant que l'image apparaît. Si vous avez aimé ce projet, la meilleure façon de le montrer est de mettre un like et d'écrire un commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne, car très bientôt, des projets globaux et un peu fous vous attendent. Au fait, tout récemment, sur mon Instagram, j'ai publié une photo de mon achat complètement fou. C'est justement là-bas que nous discutons du lien entre l'énorme buste de Lénine, que j'ai d'ailleurs acheté pour un projet, et la résine époxy. Alors abonnez-vous et rejoignez la discussion. Merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.